Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, Lorcana FR, comment ça va fou? Ça va très bien, toi. Ça va très très bien. Le fond classique Lorcana est sorti, évidemment c'est l'heure du top de l'extension Le Règne de Jafar qui sort cette semaine dans les boutiques spécialisées, la semaine prochaine partout dans le monde finalement, ah non pas partout dans le monde en fait, dans les régions qui distribuent déjà Lorcana. Les pays d'Asie n'ont pas encore Lorcana mais ça ne saurait tarder. Ah, ils ont Si vous leur cana, voulez... mais ils sont pas au chapitre 8. Ah il y a des pays d'Asie qui n'ont même pas du tout Lorcana. Ah oui, mais Donc en tout cas en Chine et ça au dépend où. Japon, ils sont. D'ailleurs, tu peux regarder les tournois asiatiques de chapitre 2, chapitre 3. C'est Oui, marrant de regarder leur méta. c'est vrai, c'est un petit peu différent. Si vous voulez d'ailleurs du petit chapitre 8, c'est sur labelcard.fr. Vous y allez, il y a encore les précommandes de dispo. Ouais, Régalez-vous avant que ce ne soit plus en précommande. Et quand c'est plus en précommande, vous pouvez vous régaler encore. Mais c'est juste que c'est plus en précommande. Ça fait plaisir. Donc date de sortie 6 juin sur labelcard.fr, puisque nous ne sommes pas une boutique physique. Tu connais. ouais. Vous avez le code VALEPL 2025. Si vous l'avez jamais utilisé, c'est Tout à fait. 5% de réduction sur le prix d'une boîte. Ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à utiliser le code VALEPL 2025 sur le labelcard.fr. Tout à fait, Et tout à vous fait. pouvez évidemment laisser un commentaire dans cette vidéo, un Et petit oui. pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Ça vous donne l'opportunité de tenter de remporter un bon d'achat de 80 euros. Et avec ces 80 euros, vous pourrez peut-être acheter des petits produits Lorcana. Donc n'hésitez pas à Et ça, soutenir ce la serait chaîne en fou. laissant le pouce bleu et en partageant dans l'espace commentaire. Tout à fait. Et puis avant de passer au top, on remercie GameGenic évidemment de nous Les soutenir sur boss. l'année 2025 avec leurs produits délicieux. Hop là, une deckbox noire chez GameGenic, là aussi, qui vous raviront sans nul doute, donc n'hésitez pas. On commence par l'ambre. Du coup, on a fait un top 3 et pour les multicolores, on a fait un top 5 parce que bah, y a beaucoup de cartes multicolores dans les extensions. Maintenant, ça va devenir, je pense, la norme avec presque une moitié ou un tiers de cartes multicolores dans l'extension, donc c'est quand même énorme, sachant que les autres couleurs se partagent le reste en 6. Donc c'est quand même beaucoup. Boum, Ambre, on commence avec un petit top 3, pas piquer des hannetons, on y va doucement, et elle est où? Elle est là. Ah, voilà, c'est Closer. Closer, j'y vais Val, je m'en occupe. Vas-y, tu peux y aller, vas-y. Pour 3 en Emboîte le pas. ancrable, on a une 1-4 qui l'or pour 2, qui est Rempart et Méloman 4. Carte très simple. C'est un effet qui n'existe pas. Enfin, un effet, des stats combinés qui n'existent pas. Pourquoi elle est dans le top? On pense un petit peu à la rotation, même si on essaye de pas trop y penser, puisque on vous fera évidemment un top des cartes pour la rotation. On vous fera plein de contenu pour la rotation qui arrive en septembre, ne vous inquiétez pas, on vous Ouais. laisse pas tout seul. Mais pour l'instant, on est encore dans le 7, le 7-8, le format classique. Et ce closer, il protège quand même très bien nos autres chanteurs, puisque s'il a mélomane, c'est que c'est dans un deck chanson, donc on a envie d'avoir d'autres chanteurs à côté, notamment nos chanteurs à 1 et 2. Et nos chanteurs, quand ils chantent, bah, ils sont un peu cul nus. Ils sont un peu engagés comme ça, tout frêle. Alors que ce closer, il est 1-4 en part, il les protège pas mal. En tout cas, il doit être shooté tout de suite. Si on n'a pas envie de protéger notre board, on peut simplement avoir un 1-4 qui va chanter en tant que Mélomane 4 ou bien qui va l'aurer pour 2. Il fait un peu tout. Et quand il fait un peu tout et qu'il fait tout pas trop mal, bah, on a envie de lui donner sa petite place dans le top. Il fait rien d'exceptionnel, mais tout ce qu'il Un veut exceptionnel. faire, il le fait convenablement. Donc la carte est intéressante. Comme tu disais, on va surtout juger les cartes par le prisme de cartes du chapitre 8 dans le méta actuel. Il y a quand même quelques cartes dont on voit un certain potentiel à la rotation, on le précisera évidemment. Tout à fait, tout à fait. Deuxième position, Val. On a Mirabel Madrigal qui pour 1 ancrable est une 0-2 qui l'or pour 1 et lorsque l'on joue ce personnage, on peut révéler une carte chanson de notre main pour gagner un éclat de l'or. C'est pas une carte que l'on voit forcément être jouée, mais qui a un potentiel intéressant. On sait que la base Madrigal est très soutenue par un plan de jeu chanson, donc forcément cette Mirabel Madrigal est plutôt bien dans ce plan de jeu-là. Ça reste un drop 1 qui l'or pour 1 avec 2 d'endurance et qui est capable de générer un peu de l'or à distance. Son prérequis n'est pas hyper dur à assembler, donc Hmm. quand bien même on pense pas que la carte sera jouée, elle n'est pas inintéressante et elle pourrait peut-être ouvrir quelques builds plus tard. Ouais, on voit d'ailleurs qu'ils ont fait un petit effort depuis le chapitre 7, mais surtout le chapitre 8, à ce que les tours 1 aient un effet quand même intéressant plus tard dans la partie, c'est pas seulement une encre. Donc ça c'est Ouais. cool. Alors un effet quand il arrive en jeu, fait ça, soit enlever un de force, soit rajouter un de force, soit soigner un dégât, soit bah, là gagner un éclat de l'or avec Mirabel Madrigal. Donc ça fait plaisir. Mm, Ça rend les cartes un petit peu plus polyvalentes. Pas beaucoup, ça reste des tours 1, mais un petit peu plus. tout à fait. Meilleure carte ambre, selon nous, Lady. La chienne de famille pour 3 en Crable, on a une 2-2 qui leur pour 2. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut jouer gratuitement un personnage qui coûte 2 ou moins. C'est très bien d'avoir un personnage qui joue, qui permet de faire, qui permet de jouer gratuitement un autre personnage. Du coup, on a joué l'équivalent de 5 d'encre pour 3, puisqu'on joue un personnage à 3 qui est Lady, et un personnage gratuitement qui coûte 2 ou moins. Donc, faut essayer de jouer un personnage à 2, c'est quand même mieux. Donc ça nous fait gagner 2 d'encre. C'est une façon
pas de ramper, mais de tricher sur l'encre. Et c'est toujours intéressant dans les jeux qui ont des ressources comme l'Orcana de pouvoir développer plus que ce que vous n'avez d'encre. Ouais. C'est ce que fait le bleu d'un côté, c'est d'avoir plus d'encre plus vite pour jouer des choses plus chères ou plusieurs spells dans le même tour. Là, ce que propose cette Lady, c'est à un tour où normalement on n'a que 3 d'encre, et ben on peut jouer quelque chose à 3 qui est Lady et jouer quelque chose à côté qui potentiellement marche très bien avec elle pour refaire de la Ça. value. Si C'est vous surtout jouez. sublimé par le fait que les decks Lady, donc les decks Chernadog, sont des decks qui ont envie d'avoir un board large avec beaucoup de personnages en jeu pour Hmm, notamment trigger des effets avec d'autres cartes. Et le fait exact. que en une carte vous spammez 2 bodies, ça rend la carte encore plus intéressante. C'est ça. C'est que les maths du jeu font que au tour 3, vous allez jouer quelque chose qui coûte 3 ou des choses plus faibles pour en jouer plusieurs. Là, vous allez jouer quelque chose qui coûte 3, qui a des stats un petit peu plus faibles qu'un tour 3, mais pas beaucoup, et un tour 2. Donc en fait, vous développez plus de stats d'un coup pour les maths même de votre adversaire qui va du coup devoir tourner autour de Lady et un drop 2. Ça rend les boards plus ou moins compliqués. Surtout qu'il y a des tours 2 qu'on charge, donc ça peut créer une surprise encore plus délicieuse. Vous reprenez le board en tradant avec votre drop de charge et vous avez une Lady. Parce que cette Lady, elle est bien dans Chernadog, mais elle pourrait être jouée dans plein d'autres decks. Donc vraiment, très très bon design, très bien joué l'Orcana. On passe à l'améthyste, Val. Ouais, L'améthyste, avec ce top 3. C'est on pour est toi. parti avec le garde du palais. Quand la troisième carte du top que l'on vous propose a l'air vraiment médiocre, c'est que la couleur n'était pas hyper push. Ce garde du palais, il a un 4 pour 1, ancrable, dissipation et l'or pour 1. C'est quand même une carte dans un set un peu plus cossu qu'on n'aurait pas mis dans le top 3, mais ça reste les meilleurs stats du jeu pour un drop 1, quand bien même il a la dissipation. C'est juste qu'actuellement, les 12 drop 1 que l'on veut jouer dans les decks violets, que sont Chernabog, Diablo et le balai magique, sont Hmm. probablement des meilleurs drop 1. Lui aura peut-être l'intérêt d'être joué dans des decks de post-rotation ou dans des decks qui jouent autour des illusions. Il a quand même des stats intéressantes, d'où le fait qu'on le mentionne. Et je suis pas sûr qu'on le voit rentrer dans les decks violets actuels. Bah, c'est vrai qu'à la rotation, les decks violets perdent 8 drop 1 sur 12. Donc peut-être que Il tu as perd envie Balai et d'avoir. Tyrnadog, mais il garde Ouais, Diablo, c'est ça? c'est ça. Donc garde du palais. Enfin, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc garde du palais, c'est intéressant pour ça, pour remplacer peut-être les drop 1 qui vont J'ai un partir. doute sur Balai magique pour le coup. J'ai un Balai doute. magique, c'est Mais peut-être 7-5. J'ai ouais. peut-être un doute. Donc s'ils en gardent 8, je prédis pas un grand avenir à Garde du Palais si on joue pas avec des illusions. Les Effectivement. stats sont hautes. Voilà. Les stats sont C'est ça hautes et qui il est fait. illusion. Donc, petit, Pourquoi pas. petit plus si le deck illusion est quelque chose qui marche. Nous n'y croyons que peu, mais voilà. C'est quelque chose qui peut être bien dans les extensions à venir, puisque Vous plus allez voir, il faut d'illusions remplir les slots du aidera. top 3, donc parfois. Voilà, et on fait avec ce qu'on a. Par contre, en top 2, on a ce Pinocchio, qu'on aime bien tous les deux. Pour 4, il est ancrable, il est 0,4, il or pour 2, il est insaisissable. Et une fois durant notre tour, lorsqu'on redresse ce personnage, on peut piocher une carte. Donc ça marche au début du tour, puisqu'on le redresse. Ça marche aussi si on le redresse avec un autre effet. Mais comme c'est qu'une fois par tour, s'il était engagé au début de votre tour, globalement, ça marche pas trop. Ça marche par exemple si vous chantez avec, puis que vous le redressez avec un autre effet, vous allez piocher votre carte. Mais bon, ça c'est des cas qui sont très corner. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce Pinocchio? On veut le poser au drop 4 tranquillou. On veut l'orer parce que 0,4 insaisissable, c'est quand même bien relou pour l'adversaire d'aller chercher, que ce soit avec un sort ou avec des personnages insaisissables. Et on veut piocher une petite carte tous les tours. Donc c'est de la value lente, mais c'est de la value à peu près certaine, puisqu'il va normalement passer un tour, ce Pinocchio. Le problème de ce Pinocchio, c'est qu'il se bat à l'heure actuelle avec le lapin et le génie. Le génie, il fait tout de suite piocher une carte, et il a des meilleures stats, mais il est non ancrable. Et le lapin, il fait piocher 2 cartes, normalement, voire plus, puisqu'on a envie de le renvoyer en main. Donc actuellement, Ouais. il a une place un petit peu bizarre, ce Pinocchio. Par contre, à l'avenir, quand normalement le lapin sera plus là, il y a un peu plus de place pour lui, et notamment, toi, tu voulais tester dès maintenant, Val. Ouais, moi je trouve qu'il se bat surtout avec le génie. Pour le coup, le lapin va vraiment proposer des choses avec la synergie Boons qui sont Ouais. propres à cette synergie-là. Par contre, pour le génie, les cartes sont sensiblement ressemblantes. Tu vas troquer le fait qu'ils sont ancrables contre le fait d'avoir 0 de force. Tous les deux vont avoir un effet plancher où tu pioches une carte. C'est quand même très facile de piocher avec ton Pinocchio. Par contre, il va moins fonctionner avec la synergie Boons, ce qui lui donnera plus de points positifs post-rotation que pré-rotation. Mais déjà actuellement, j'estime que le génie a un meilleur plancher, mais le Pinocchio a un plafond qui est beaucoup plus élevé. Parce que ce Mm. Pinocchio, dès lors que tu passes 2-3 tours avec, et ça peut être le cas, hein, ça arrive que tes génies passent 2-3 tours, bah, et en plus tes génies, tu as rarement envie de les bouncer, même si ça peut arriver, Ouais. parce que tu es content de prendre tes 2 de l'or en insaisissable. Bah là, ce Pinocchio, il t'aura fait piocher 2-3 cartes, et auquel cas, du coup, il a de suite, il brise le plafond de génie assez rapidement.
Donc je vois que sur internet, les gens sont un peu mi-fixe sur la carte, la trouvent pas incroyable. Et moi, je vais tester quand même Ouais, c'est clair. avant d'en être sûr. Dans des versions violet-gris plus mid-range, qui vont plus chercher le late game, effectivement, Pinocchio brillera plus qu'un génie. Enfin, pourra plus briller qu'un génie. Ouais, je suis curieux. Alors c'est sûr, ça ne trouve pas la carte dans le tour, d'où le fait que le Ouais, plancher est quand même plus bas que génie, je l'entends tout à fait. effectivement. Et Monstro, en top 1, la baleine Tristan Selma. C'est pour toi? Oui, c'est pour toi, En pardon. fait, je conclurai, c'est, je Ah, pense, actuellement déjà un meilleur drop 4 que génie en fait. Par contre, c'est un très mauvais top deck. ouais. Oui, Curvé, c'est meilleur que génie, certainement. Mais curvé, je pense que c'est meilleur que génie. Donc Hmm. c'est quand même intéressant comme carte, ça pousse au moins à la réflexion. Ouais, effectivement. Et le top 1 pour toi, Val. Mostro, on est parti 6-8 pour 8 ancrable, l'or pour 2 charge, défausser une carte, redresser ce personnage. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour, mais on s'en fiche. Ce qu'il peut faire, c'est venir taper tous les personnages de l'adversaire. Ça ressemble un petit peu à Scar, mais c'est dans des couleurs qui sont différentes, qui ont peut-être plus Hmm. besoin de gestion que le Oui, rouge. tout à Donc, fait. de par le fait que ce soit comparable à Scar, bah, du coup, c'est comparable à une bonne carte. Je trouve que c'est une bonne carte de Blurple. Voilà. Tu vas ramper facilement dedans et tu vas pouvoir gérer le board, ce que Blurple fait pas toujours facilement. Tu es content d'avoir des drop 8 à jouer parce que tu vas générer vite de l'encre. Et défausser une carte dans une couleur qui pioche beaucoup avec du violet, c'est pas tant compliqué que ça. Donc, dropper ce truc-là pour aller tabasser plein de cartes sur le board de l'oppo, Ouais. ça mérite d'être testé, quoi. Je pense que c'est une très bonne carte de Blurple et que si le format se ralentit avec la rotation, on pourrait avoir Monstro dans d'autres decks violets et autres, pas forcément violet-bleu, parce que ça reste un très bon body, une très bonne carte qui fait de belles choses. Maintenant, on voit que l'Orcana veut pousser à fond les identités bicolores, donc c'est-à-dire que le, le violet-bleu, par exemple, il va ramper, un peu gérer des bêtes. On voit avec les cartes bicolores ce qu'ils veulent faire. La synergie Anna-Elsa, d'ailleurs, ça, par contre, ça ne marcherait pas. On voit que le jaune-vert, c'est vraiment, on joue plein de petits chiens, plein de petites créatures qui vont avoir des effets en fonction du nombre de créatures. Du coup, ce monstro, peut-être qu'à cause de ça, il aura une place qu'en violet-bleu, où on peut ramper dedans. Hmm. Mais ça, genre typiquement, ça sort au début du chapitre, au début du jeu. Je pense que c'est joué dans violet-rouge. Oui, oui, ah bah, si tu prends les premiers chapitres, de toute façon, comment dire, le pool de cartes était assez peu qualitatif Ouais. en cartes compétitives. Donc, ouais, on aurait joué Mostro pendant quelques chapitres. Mais là, en tout cas, sans parler de rotation, là, dès maintenant, on va le tester dans Blurple, je Ah pense. oui, très bonne carte dès maintenant. Ouais. Ensuite, on passe à l'émeraude avec en troisième position. Passe ce levier là pour 3. On choisit entre deux effets, soit on choisit un personnage, pardon, on le revoit dans la main de son propriétaire, donc adverse ou à vous, soit on place une carte nommée abaisse le levier de notre défaut sous notre pioche pour choisir un personnage et le placer sous la pioche de son propriétaire. Abaisse le levier, c'est la carte violet-vert pour 3 qui fait piocher 2 ou défaut c'est 1. Ça, c'est une bonne carte. Pourquoi? Parce que son premier effet est déjà intéressant. Pour 3 renvoyer dans la main, même si c'est pas une chanson, vu que c'est adverse ou à nous, ça peut permettre plein de situations. C'est un trick très intéressant. C'est une carte ancrable, donc elle n'est pas obligée d'être jouée. C'est aussi l'avantage. S'il n'y a rien à renvoyer dans la main de son propriétaire sur le board, bah, ça sent qu'il n'y a pas de galère. Et vu qu'Abaisse le levier est une carte qu'on trouve intéressante, il y a le petit effet qui se coule de si votre deck peut jouer Abaisse le levier, notamment l'avoir dans la défausse, ça devient la meilleure gestion du jeu en vert. Pour 3, on prend une carte, on la met en dessous. C'est-à-dire que grosso modo, la personne ne va jamais revoir cette carte-là. C'est quand même très fort pour seulement 3 d'encre investies. Ouais. Bah, c'est notre intérêt, comme tu dis, pour abaisse le levier et pour la synergie Diablo discard en violet vert qui nous fait nous intéresser à cette carte-là, parce que je Mm, pense que sinon elle a un plancher qui est un peu exécrable, mais elle a un plafond qui est hyper élevé. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Deuxième position. Oh, deuxième et On a l'ami première Fred. d'ailleurs, qui sont quasiment ex aequo. On va vous en parler. Ouais. Parlons de Fred. On a une 2-3 pour 3 en crabe qui leur pour 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Et on va vous montrer directement le top 1. C'est notre ami Archimède. Archimède, J'enchaîne ouais. très rapidement et Vas-y, ensuite vas-y. on donnera notre avis. C'est un 2-2 pour 3 en crabe qui leur pour 2 aussi. Lorsque l'on joue ce personnage, on peut choisir un objet et le bannir. Sauf que lui, il a le petit upgrade au détriment d'un point de volonté. Il va vous permettre, durant votre tour, à chaque fois qu'un objet est banni, de piocher une carte puis de défausser une carte. Est-ce qu'on préférera Archimède qui est de 2 pour 3 ou Benja, c'est comme Benja, Fred, pardon, qui est de 3 pour 3? Moi, j'ai tendance à penser que quand les cartes sont hyper proches en termes de jouabilité, on préférera celle qui a un petit upgrade. Mais dans un univers où où vous affronteriez des decks qui n'ont pas d'objet, forcément, Fred serait meilleur qu'Archimède. Donc, laquelle choisir, ça va dépendre du metagame. Tout à fait. Mais globalement, il y a un peu ce truc de si tu n'affrontes pas d'objet, dans tous les cas, tu ne veux pas jouer Fred non plus, tu vois.
Ouais. D'où le fait que je penche un peu pour Donc, Archimède. Moi. en gros, on veut jouer Fred ou Archimède si il y a des match-up objets qui sont des mauvais match-up et qui sont suffisamment présents. Si c'est C'est ça. 3% des gens qui les jouent, les decks objets, on s'en fiche. On n'aura ni Fred ni Archimède. Voilà. Si par contre, ça atteint quelque chose comme entre 10 et 20% de chances d'affronter un deck objet, pas forcément le même deck, hein, il peut y avoir plusieurs decks objets, tant que en fait, le deck objet est un mauvais match-up, on a envie de rentrer ça. Si on C'est bat même pas un les mauvais decks match-up, objets, c'est surtout le pourcentage de représentation que ça prend dans le méta. non, bah, ce que j'allais dire, si jamais vous battez les decks objets sans ces cartes-là, vous ne jouez pas ces cartes-là. Elles sont pas très bien. Bah, enfin, elles sont mi-figue. Parce que Mm. du coup, quand tu affrontes des decks pas objets, elles n'ont pas de capacité. Donc c'est quand même moelleux. Et ça affronte un deck objet alors que tu le battais déjà, tu as une carte qui le bat encore plus, c'est pas intéressant. Si par contre c'est un match-up 50-50 ou alors défavorable, c'est intéressant d'avoir ces cartes-là. Et dans ce cas-là, c'est soit la plupart du temps vous avez une meilleure carte qu'Archimède dans votre deck, vous avez Fred, mais quand vous affrontez un deck objet, c'est moins bon qu'Archimède. Soit vous vous dites, bah vraiment, je veux bien battre les decks objets. Du coup, je mets Archimède, comme ça, quand je tag objet, j'ai Archimède qui gère un objet qui me fait piocher une carte défaussée. Et le reste du temps, bah, malheureusement, j'ai pas le petit point de volonté qui pourrait faire la différence, mais bon. Donc c'est à vous de voir, ça dépend vraiment du metagame futur. À l'heure actuelle, si on avait que ces cartes-là du chapitre 8, pas le reste, dans le metagame pour affronter les decks bleu-rouge. Bleu-rouge objet qui joue 1 milliard d'objets, je pense que Fred et Archimède, ça suffit pas trop, malheureusement. Ils piochent tellement de cartes, jouent tellement d'objets, casser un objet, ça change rien. Et les decks Tu peux bleu-rouge casser juste classiques, l'atelier de Maurice, par exemple. je peux casser que l'atelier de Maurice, mais bon. C'est un peu endiguer la machine légèrement. Oui, Et j'aime bien. Je les pense autres que ça decks va être... bleu-rouge, c'est un peu frêle. De quoi? Je pense que ça va être joué là, dans la méta du chapitre Fred et Archimède. Je suppose que c'est des ajouts verts que les gens vont jouer. Peut-être. Genre dans Violet Vert, je pense que tu es hyper content d'avoir Fred ou Archimède. Le Mhm. débat, c'est vraiment lequel des deux tu joues. Et moi, mon avis, c'est qu'entre la carte polyvalente et la carte étroite, tu es censé choisir la carte polyvalente dès lors que tu n'as pas de side pour rentrer des cartes plus étroites. Sauf que quand l'écart entre la carte étroite et la carte polyvalente est hyper fin, bah, dans ce cas-là, on va prendre la carte étroite parce que dans le cas où il n'y a pas d'item en face, tu as juste perdu un de volonté. Donc je crois Mhm. qu'Archimède est meilleur que Fred, mais c'est de la fine mathématique, quoi. Sachant qu'Archimède, si vous en avez déjà un sur le board et que vous en jouez un autre qui gère un objet, vous avez pioché, défaussé, pioché, défaussé. Mais bon, s'il faut avoir deux Je suis un Archimèdes. peu team Archimède, mais c'est très close. Moi, je suis plus team Fred, mais pareil. Genre, si on joue que l'un ou que l'autre, bon, ça me choque pas, quoi. Et ensuite, on passe au rouge déjà. On passe déjà au rouge. Ouais. Ruby, troisième position. C'est pour toi. La fée clochette 1-1 qui lord pour 2 ancrable, elle est insaisissable et à chaque fois que vous jouez un personnage ayant 5 de patates ou plus, on peut l'épuiser et gagner 2 éclats de l'or. Encore une fois, on est un peu dans le scénario de fallait trouver une troisième carte à rentrer dans ce top 3. Très sincèrement, on n'est pas hyper fan de la carte. Elle a quelques applications dans certains decks. En tout cas, ça peut être pas trop difficile de pouvoir trigger son effet. Le fait qu'elle est insaisissable, ça la protège un petit peu. Face au deck gris, les 1 d'endurance vont quand même la rendre hyper frêle. Dans tous les cas, c'est pas un mauvais drop 2, ça s'ancre. Insaisissable, tu vas prendre ton petit lore. Et il se trouve que si Ouais. jamais tu arrives à jouer des cartes avec beaucoup de patates, tu vas gagner 2 éclats de l'or. Je pense quand même que c'est pas du tout du niveau du méta actuel. Ouais, ça a l'air d'être une carte un peu de Mufasa, roulette, où tu vas avoir des pâtés, et du coup, bah, tes pâtés, plutôt qu'ils fassent juste être des pâtés, ils font gagner deux éclats de l'or. Tout à fait. Ça permet de recycler, ce qui est très bien avant la rotation, tes Maui, pas Shark, les Maui de base. Parce que du coup, quand tu les as en main et qu'il se passe rien sur le board, tu les joues des fois juste pour les avoir, mais du coup, l'effet de surprise charge est loupé. Alors que là, du coup, c'est bon, bah, j'ai rien à faire. Boum, Maui qui gagne 2 éclats de l'or. Voilà, après c'est pas non plus, ça casse pas trop patin de canard. Par contre, il y a une carte que je vais vous parler tout de suite qui marche bien avec la fée clochette. C'est ce prince Jean qui est en deuxième position. Pour 3, on a une 5-5 qui lord pour 1 et chaque fois que votre adversaire joue un personnage, on inflige un dommage à ce personnage-ci, donc à prince Jean. Si on infligeait un dommage au personnage qu'il a joué, ce serait vraiment excellent prince Jean, mais malheureusement non. Ça a le petit défaut, Ce serait peut-être trop fort. Ouais. ça a le petit défaut d'être vite à portée de tir, hein, ce prince Jean, puisque dès que vous avez joué 2 personnages, ce qui est pas très dur, il a plus que 3 d'endurance. Il tape à 5, donc pour aller chercher des lieux en early game ou des personnages et survivre, c'est quand même cool. Par contre, une fois que vous avez pris un trade avec le prince Jean, votre adversaire, il a plus qu'à jouer des personnages, il va le tuer à distance. Ouais. Donc, Non, mais en fait, lui, il est bien juste voilà. parce qu'il enable les stratégies qui te demandent d'avoir 5 de patates.
Et il les enable facilement. Oui, il y a ces stratégies-là, comme fait Clochette par exemple. Demande d'avoir des pâtés, ça se curve bien, c'est cool. C'est comme à Magic quand on joue les gros dinosaures 6-6 pour 3. On les joue jamais pour la qualité de la carte en elle-même parce qu'elles sont Ouais, assez nulles. Mais par contre, on les joue parce qu'elles sont des éléments de synergie intéressants. Et Prince Jean, c'est un élément de synergie peut-être intéressant. effectivement. Je soulignais les petits défauts de la garde pour pas que les gens se disent juste putain, mais Oui, 5-5 bien pour 3, sûr. c'est insane. C'est pas une très bonne carte. C'est une carte à coupler avec d'autres effets. Voilà. Et il y a quand même des scénarios où bon, ça va prendre 2 trades pour 3 en tuant des trucs un peu cossus et vous serez très content. Donc la carte reste bien pour ça. C'est non ancrable malheureusement. C'est un peu dommage. Et sans surprise, hein, la meilleure carte, rouge, c'est pour toi Val. Ouais, on a Lilo qui est 4-4 pour 5 ancrable, qui l'or pour 2. Durant votre tour, si vous pouvez jouer, ce personnage gratuitement si vous avez joué 3 actions ou plus lors de ce tour. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et redressez-le. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure. Pour le reste de ce tour, Lilo, je pense, c'est la meilleure légendaire du set. Les gens sont curieux, les gens essayent de builder autour. J'en entends parler dans bleu-rouge. Il y a aussi des decks vert-rouge qui voient le jour avec Lilo, notamment avec Ursula qui peut chanter des chansons Ouais. et qui permet du coup de faire Lilo assez facilement. L'avantage de la carte, c'est qu'elle a un plancher qui est décent. En gros, ce qui intéresse les gens, c'est que 4-4 pour 5 en crabe, qui leur pour 2, qui détape un personnage, c'est déjà presque playable. Ça n'aurait pas été playable en l'état, mais c'est pas loin. Et par contre, si tu la joues gratuitement, ça devient un peu délirant. Donc c'est une carte de synergie. Il faut voir quel deck, quel est le coup d'opportunité de deck build autour de la carte. Mm. En tout cas, c'est une carte qui rend curieux, quoi. Ouais, pour ma part, j'y crois moyen en bleu-rouge. Personnellement, j'ai l'impression que les decks sont quand même très stack et que je cette carte pour l'effet un peu surprise de hop, j'ai joué mes 3 actions dans le tour, sachant que les 3 actions, t'as envie de les jouer plutôt quand t'as ton Maui Shark par exemple en late game. T'as pas envie de les enchaîner en early. Je trouve que c'est Ouais. un peu. En fait, ça peut marcher, mais c'est à des spots bizarres dans bleu-rouge. Par Ça peut contre, être bleu-rouge plus tard et vert-rouge actuellement, quoi. ouais, voilà. Par contre, vert rouge avec Ursula, ça je l'avais pas vu. J'avais oublié qu'Ursula rejouait la chanson. Pour moi, ça l'a copié, un peu comme dans Magic et Ouais, ça comptait pas, mais en fait non. ça te compte 2 actions. Tu as des verts Ça, rouges qui c'est tournent ça. avec Maui Shark, avec des Donc, chansons et c'est une bonne tête, quoi. dans ce cas-là, Ursula qui chante au tour 4 deux chansons, t'en rejoues une à la main ou en chantant avec un autre perso, on s'en fout, et tu joues Lilo gratuitement qui va détaper ta Ursula pour la protéger et continuer de Ouais. faire de la value. Là, on commence à me parler d'un deck qui est vraiment vénère. Donc là, j'avoue que pour cette synergie-là, je change un peu mon fusil d'épaule pour Lilo. Effectivement, je trouve ça que je l'avais un peu démonté au reveal. Je trouve ça vraiment intéressant. Carte encore une fois plutôt synergie ciblée que polyvalente selon moi. Et on m'a aussi parlé de, alors j'ai pas vu de decklist, mais on m'a Elle a parlé cet de, avantage, je la défends un peu sur cet avantage de même quand tu synergises pas, la carte est pas exécrable, quoi. Tu peux la dropper tour 5 sans que ça soit une honte, quoi. C'est ça que bah, j'aime bien, moi. si tu fais son deuxième effet, effectivement, ça peut être ok. Mais c'est Ouais. parce que tu peux trigger son premier effet que le deuxième qui est pas effroyable. Oui, oui. Et on m'a parlé de jaune-vert Song. Il y a eu des versions contrôle notamment par le passé. J'y crois pas trop, mais je vois ce que ça fait, puisqu'effectivement, Ja- si tu peux Jaune-vert? chanter, jaune-rouge, pardon, Ah, jaune-rouge. jaune-rouge Song, ça peut faire Ouais, des moi trucs, j'avais je vois ce buildé que ça peut ça faire. 7-3 ou 4, j'avais buildé jaune-rouge avec des chansons, notamment la chanson de Scar là, qui permet de faire sacrifier Hmm. un personnage et tout. J'avais un peu joué ça sur Pixelborn à l'époque, Feu Pixelborn. Franchement, Rip. ça tournait un peu. J'avoue que peut-être que ça peut Donc, ressortir cet archétype-là. cette Lilo, en fait, le problème, c'est que tu gères un peu moins bien en jaune-rouge. Enfin, tu gères différemment. Du coup, tu protèges un peu moins ton board. Mais Lilo, qui du coup est un gros pâté gratuitement, qui va dégager, donc protéger ton board, ça aide aussi dans cette synergie-là. Donc, même si je crois pas trop à ça au chapitre 8, peut-être plutôt à la Non, moi rotation, non plus. c'est quelque chose qui m'a fait aussi pencher dans le truc de ah, ok, effectivement, on peut faire des trucs. J'en Ça, parlais avec les chansons, on m'a un peu donné des exemples de chansons qui marchent bien avec. Ok, pourquoi pas. Enfin, des ça decks a l'air chansons. d'être en tout cas la meilleure légendaire de ce set, quoi. Donc top 1 des cartes rouges. Très certainement. En bleu, en saphir, on n'a pas du tout la meilleure légendaire du set, mais légendaire quand même adéquate. Avec sur Ratigan, pour 8, on a une 6-7 qui l'or pour 4 hors d'atteinte qui est ancrable, qui a un superbe effet d'ailleurs en vrai avec le vernis. La carte rend très bien. À la fin de votre tour, si vous n'avez placé aucune encre, aucune carte dans votre réserve, donc ce tour-ci, bannissez ce personnage. Ça veut dire que si vous êtes au top deck, vous avez intérêt à piocher de l'ancrable. Sinon, Ratigan, il part tout seul. C'est un body qui est très gros, qui est 6-7, qui est hors d'atteinte. Donc c'est envoyer
au moins 2 personnages là-dedans pour aller chercher, ou alors un effet crabe, ou bien un biprep. Sinon, vous n'allez pas chercher Ratigan. Ce que vous envoyez dans Ratigan, ça va mourir. Il y a, à part Monstro, Ouais. mais Monstro du coup a les bras un peu courts pour aller chercher Ratigan. Donc c'est quand même une bête très grosse, T'es sûr de prendre 4 de l'or en fait. C'est mais juste pour ça voilà. qu'il est OK. Tu vas prendre tes 4 de l'or parce que ça vérifie à la fin du tour. Donc normalement vous allez ancrer autour de lui de jouer Ratigan. Donc la condition est remplie, c'est bon. Vous allez prendre vos 4 de l'or. Par contre, est-ce qu'on veut jouer un truc à 8 qui va trade une ou deux bêtes pour prendre 4 de l'or? À l'heure actuelle, pas sûr. Alors, Blurple se le demande. C'est pas dit que ça soit validé à la fin. Blurple gagne Monstro qui est meilleur, je pense. Et Mais c'est pas la même, déjà c'est pas Hades. le même, comment dire, c'est pas la même orientation quoi. Ça répond pas à la même demande. Les Blurple qui font Rampe Tour 2 dans Château et que des l'horreur après et un Hades, ils veulent jouer Ratigan. Les Blurple un peu plus contrôle. Je pense que tu préfères peut-être un Mufasa, quoi. Mufasa, c'est vénère aussi. Hein. C'est le Ouais, crabe. ouais. Je testerai bien ce Ratigan pour voir. On peut y donner Pour là. De toute goûter. façon, on l'a mis dans le top. C'est qu'il est suffisamment Le côté tour intéressant. 5 ou 6, tu drop Ratigan, je pense ton oppo il tousse quand même. Tour 5, tour 3, t'as 4. Ouais, si tu rentres bien, tour 5, tu peux dropper un petit Ratigan. Ouais. À voir. À voir, à voir. Je suis curieux, il me rend curieux, donc À c'est pour ça qu'il est dans le top. Effectivement. Après, pour l'entretenir, avec des cartes comme Bleu Lumière ou Grand Mertala qui vous creusent, c'est très facile de le garder en jeu. Sans ancrer. Par contre, si vous avez plus de cartes en main, c'est pour 4 compliqué. de l'or tous les tours, tu ancres toutes les cartes que tu pioches. Hein. Y a pas de Ouais, mais souci. en fait, si t'es au top deck et que tu trouves une non-ancrable qui te trouve rien d'autre, c'est là où c'est problématique. Ouais, bah t'auras pris tes 4 de l'or et ça sera ciao. C'est déjà pas mal, ouais. En deuxième position, je crois en bleu, oui, Jasmine. Ouais, on a Jasmine qui est un 2 pour 1 ancrable, qui est l'or pour 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre personnage qui a une résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Alors, on l'a mis parce que déjà ça donne un support d'altération à des Jasmine. On a une Jasmine Alter Qui 2 altère qui est 2, ouais. décente. Qui sera pas dans notre top, mais qui aurait été dans un top 10 par exemple des cartes bicolores, parce qu'elle est acceptable quoi. Donc déjà c'est un bon support altération à plein de Jasmine qui sont Floodborn, et en plus de ça on a un bon effet. Le fait de donner résistance plus 1 sur un drop 1, c'est une carte qui est intéressante, on le voit avec Penny dans le 7-7, qui a un drop 2 qui leur pour 2 et qui donne résistance à une autre carte de notre board, ça s'est révélé être plutôt intéressant. Donc cette Jasmine elle est pas inintéressante du tout, et elle sera bonifiée avec le temps. Tout à fait, tout à fait. La Nouvelle-Orléans, meilleure carte bleue selon nous, avec un artwork que j'adore d'ailleurs. Pour 6, on a une chanson qui ne se joue pas à l'unisson, qui se joue juste pour 6. Ça tombe bien, on a des Meloman 6 dans l'extension et qui existent déjà. Regardez les 3 premières cartes de votre pioche, vous pouvez révéler parmi elles une carte personnage, objet ou lieu coûtant 6 ou moins et la jouer gratuitement. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Ça regarde que les 3 du dessus, ça c'est un petit peu limitant, mais dans un deck pensé autour de la Nouvelle-Orléans, enfin, en prenant en compte qu'il y a de la Nouvelle-Orléans dans le deck, c'est très facile de hit personnage, objet ou lieu qui est très costaud. Même si c'est un truc qui coûte 5, c'est ok, hein, parce que vous le jouez gratuitement. En dessous, ça va commencer à être dommage, mais 5 ou 6, c'est déjà très bien. Ouais. Qui on a pour chanter ça, évidemment, on en a parlé pendant la reveal, Navin. Navin, pour 4, permet de jouer une chanson qui coûte 6 ou moins, et il est Meloman 6. C'est-à-dire que quand vous le jouez, vous pouvez jouer la Nouvelle-Orléans tout de suite pour aller chercher un truc costaud à le mettre en jeu. J'ai 3 de jouer ce deck-là. Et sinon, vous pouvez juste dropper Navin qui chante autre chose, et plus tard chanter avec Navin, la Nouvelle-Orléans. Ça marche aussi. C'est ça. Il y a deux choix en fait avec cette carte. Ouais. Vas-y. J'allais dire, si on est le 1er de l'an, ou le 25 décembre peut-être, vous pouvez trouver un Navin sur votre Nouvelle-Orléans, qui du coup vous permet de rejouer une Nouvelle-Orléans de votre main pour refaire l'effet. Et du coup, vous avez mis 2 Navin et un truc. Ça va arriver. N'hésitez pas, quand vous faites ça, ou quand votre adversaire fait ça, dire « Oh la chatte !» Voilà, que ce soit vous ou l'adversaire, c'est important. Sinon, ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que justement, elle ouvre la possibilité d'une bicolorité qui était jusqu'ici plutôt naze, c'est-à-dire bleu-jaune. Exactement. Donc, effectivement, Navin Nouvelle-Orléans, c'est le premier truc que les gens ont vu. Là, par contre, on parle aussi de Nouvelle-Orléans juste flat dans un deck bleu-rouge. Parce que Nouvelle-Orléans, ça trouve Tamatoa et Maui requin. Effectivement, c'est que sur le top 3. Donc, vu que ça joue quasiment que des objets, lieux et personnages, ça devrait pas prouter. Par contre, c'est que sur le top 3, donc tu peux quand même trouver des trucs pas ouf dans bleu-rouge. Ça peut arriver, mais mécaniquement,
Je crois que ton pourcentage de fail rate, c'est-à-dire de trouver un truc exécrable en dessous de 4, je pense qu'il est très bas. Hmm. Et le pourcentage de chance que tu as de trouver parmi tes 8 slots 6, tes 8 drops à 6, un de tes drops à 6, je pense qu'il est un peu élevé sur 3 cartes. Ouais. Ça doit être correct, toi, peut-être de l'ordre de 40% ou de 30%. Vraiment, par contre, de 8, un truc à 4 ou plus intéressant dans ton deck sur lequel tu auras eu du choix, parce que tu Hmm. regardes 3 cartes. Là, je pense que tu es de l'ordre peut-être des 80%. Donc, j'ai l'impression que la carte, elle s'insère naturellement dans la liste de DKP, quoi. Genre, juste, on va la Oui. tester flat comme ça, quoi. Ce que j'allais te dire, je pense qu'il y a des listes de bleu-rouge qui s'en servent mieux, notamment DKP qui joue des lieux. Parce que si tu drops un lieu à 4, comme le MacDuck Manor, ça reste ok. Oui, c'est ça. Ah, mais pour moi, c'est sûr qu'on ne jouera pas Ouais, dans le ouais. bleu rouge item, mais dans le bleu rouge de DKP, franchement, j'ai très envie de tester la carte. Ouais, ça marche très bien avec Maui Requin. C'est soit pour le trouver, soit pour chanter avec. C'est vraiment une très très bonne carte. On se disait d'ailleurs, putain, ils ont pas push le bleu cette extension. Bon, Il y c'est a quand même la fait la Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans. Passons au gris avant de finir sur le multicolore. Troisième position, plan désespéré. C'est pour moi? Pour toi, je sais Moi, je plus. crois. Je sais plus. Peut-être. Non, Ouais, j'y vais. Plan Vas-y, vas-y. désespéré. 3 incolore. Si vous n'avez aucune carte en main, piochez jusqu'à avoir 3 cartes en main. Sinon, défaussez n'importe quel nombre de cartes et piochez-en autant. C'est un effet comme on en connaît beaucoup dans d'autres TCG, qui est intéressant de voir arriver dans l'Orcana. Le fait de piocher 3 cartes quand tu n'as plus de cartes en main, c'est quand même très fort. Le fait de défausser des cartes pour en piocher autant, ça te permet de trouver certaines cartes clés dans ton deck quand tu veux développer des plans synergiques. Je ne sais pas exactement dans quel deck on va jouer ça, mais je sais qu'il y a des decks qui peuvent avoir besoin de cette carte-là. Ouais, je pense que déjà quand tu joues gris aggro, ce qui est pas forcément populaire en ce moment, mais ça peut être le cas, c'est une carte qui est exceptionnelle. Hein, parce que tu veux au début donc ancrer un peu et jouer plein de personnages. Et puis quand t'as plus rien en main, plan désespéré, pour 3 je pioche 3, c'est vraiment très bien. Les autres decks, comme tu dis, il y a du potentiel, mais on voit pas trop où. C'est très bien avec Jafar, Will, pour le coup, qui Ouais. permet de faire un whole new world de plus. Ça se chante pas, mais pour 3 c'est gratuit. Donc ouais, plein de petites applications, mais on ne sait pas si ce sera suffisant pour l'avoir joué en construit. Deuxième position, Namari qui va voler la couronne. Elle adore cette couronne décidément. Pour 5, Ankra, on a une 0,5 qui pour 2. Lorsqu'on joue ce personnage et au début de nos tours, on pioche une carte, on défausse une carte. Et ce personnage a plus 1 de force pour chaque carte de notre défausse. Donc globalement, quand elle arrive au tour 5, vous avez un personnage qui s'est fait trade, vous avez joué une petite action ou quoi, vous allez faire votre pioche défausse, elle est facilement 3-5. 3-5 pour 5, si vous la jouez au tour 5. Voire plus. Elle va faire son premier effet, et il y a de très grandes chances qu'elle fasse son deuxième effet. Donc au début de votre tour suivant, donc de refaire pioche défausse. Donc de grossir encore une fois, et du coup là elle passe 4-5. C'est des bonnes stats, c'est ancrable, ça chante bien, s'il y a besoin de chanter. Ça se rembourse, enfin ça se rembourse. Ça se rembourse plus ou moins tout de suite, sachant que ça va faire relativement souvent 2 fois son effet. Et en late game, c'est énorme Namari. C'est n'importe quel lieu one shot, n'importe quel personnage one shot. C'est quand même très costaud. Heureusement qu'on n'attaque pas les points de vie avec Namari et que c'est des points de l'or, sinon ce serait une carte vraiment très forte. Et pour autant, actuellement, où est-ce qu'on met Namari? Voilà. Ouais, c'est marrant. C'est une carte dont, objectivement, tu peux pas dire qu'elle est pas bien. Genre, on est persuadé que c'est une bonne carte, qu'elle est C'est une bien bonne carte. designée et que ça finira probablement post-rotation par être joué. Mais actuellement, je pense qu'on la jouera pas. Actuellement, les temps sont durs quoi pour Namari. Mais post-rotation, moi je C'est vois trop bien. mid-range pour exister actuellement. Voilà. Ouais, tout à fait. Je vois bien cette carte être une beast, un peu ce que faisait la beast avant. Ouais, un peu, ouais. Même si la beast, qui a très peu été jouée au final, ça reste dans La, mon la, cœur, hein, la, mais la, la Beast est divine, hein. la beast est divine. C'est exactement ce qu'on aime. Venant de Magic, on vous le dit, hein, on adore. Donc Namari, c'est le... Bon, allez, on n'a pas pu trop jouer beast, peut-être qu'on jouera Namari. Et top 1, cette belle petite carte. Ouais, Beyond the Horizon, qui pour 7 non ancrable, est une chanson à l'unisson, donc on peut la chanter avec n'importe quel nombre de personnages, pour un coût total de 7, hein, évidemment, pour que la carte soit jouée gratuitement. Et on va choisir n'importe quel nombre de joueurs, plutôt l'adversaire. Chaque joueur ainsi chaque joueur ainsi choisi défausse sa main, puis pioche 3 cartes. Cette carte-là, elle a quand même un petit peu remonté dans le cœur des gens quand les gens se sont dit, ah bah très bien, dans Vergris, on va jouer Prince Jean, Coward, on va jouer Muse, Coward. Mon oppo a aucun moyen de les solutionner. À part avec un anti-bet de masse qui arrivera plus tard dans la partie. Et puis, au moment où je vais avoir mon Prince Jean et ma muse et que je vais détaper avec, je vais faire Beyond the Horizon. Je vais bouncer du coup
mon prince Jean pour le sauver. Je vais mettre mon adversaire à 3 cartes en main et moi je vais piocher un milliard de cartes Hmm. et on va commencer la partie à partir de là et ça devrait bien se passer. C'est pas mal, hein. Donc la carte a l'air broken dans un scénario bien particulier. Est-ce que ça suffira à l'avoir joué et à rendre Vergris viable, qui est déjà viable actuellement, mais est-ce qu'on va vouloir jouer Beyond the Horizon pour Hmm. ce plan de jeu particulier? Peut-être, je sais pas. J'ai pas les stats d'avoir ces 3 cartes précises au tour 5, parce qu'il en faut une au tour 3, une au tour 4, une au tour 5. C'est ça. Mais je pense qu'avec le C'est mulligan de pas très dur. l'Orcana, elles sont assez élevées. Je pense que c'est Genre, pas très dur. Ce sera pas plus dur que d'avoir Diablo avec une chanson, tu vois. ouais. Je pense que si je vous le fais au doigt mouillé, à mon avis, une partie sur 4, vous faites cette sortie. Et cette sortie qui démolit complètement votre adversaire, à part si c'est un deck aggro, ça m'a l'air suffisamment intéressant si jamais c'est une partie sur 4. Sachant que décurvé, ça marche aussi. Hein. C'est un peu moins fort, mais ça marche quand même. Puisque si En l'adversaire a fait, plus de c'est cartes c'est en que main, vous dites juste, bah, défausse pas. Il n'y a que moi qui la, défausse qui pioche 3. la puissance de la carte, c'est que tes personnages qui sont censés le chanter à l'unisson sont pas gérables par l'oppo pour t'empêcher de le Ouais, faire. tout à fait. Et ça rend le truc assez intéressant. Et franchement, si tu mets un bleu-rouge au tour 4 ou 5 à 3 en main, quand toi, tu as pioché 12, Mm. Ouais, c'est costaud. C'est ça a l'air costaud, un c'est peu costaud. fort. Donc, on se questionne sur ce Beyond the Horizon. Dans la bonne synergie, c'est vraiment très puissant. Au-delà de ça, ça reste un whole new world euh, des fois plus facile à caster, des fois plus dur. Ça dépend, tu vois. Genre quand t'as pas de chanteur 5, c'est plus facile à un Beyond the Horizon, puisque tu auras 2 Ouais. bêtes pour chanter à l'unisson. Et c'est C'est moins pas cassé. ancrable. Donc, C'est pas ancrable, bah, comme une whole new world. Donc pour moi, vu que ma théorie, hein, c'est que ce rêve bleu ne sera pas là à la rotation, c'est une carte qui peut faire des choses débiles maintenant et qui sera plutôt faire l'année prochaine, enfin à partir de septembre. ouais. Mais faire En bien, tout dans cas, le sens c'est une bonne je carte. Quoi. suis curieux de voir ce que le deck vert gris propose avec ça, quoi. Tout à fait. Et on passe au multicolore. Alors là, on n'a pas cherché à respecter genre une multicolore de chaque concours, on a pris que le meilleur jus. Et en 5e position, on commence avec Dans un autre monde, avec un très bel artwork. Pour 3 ancrables, on a une chanson violet-bleu qu'on peut chanter du coup avec un personnage qui coûte 3 évidemment, c'est le texte d'une chanson. Choisissez un personnage épuisé et placez-le dans la réserve d'encre de son propriétaire, face cachée et épuisé. Alors je crois, les gens dans les commentaires me corrigeront, mais je crois que vous pouvez le faire sur la carte qui a chanté cette chanson. Vous pouvez chanter avec un drop 3 et le cibler avec l'effet pour le mettre dans votre réserve d'encre. Je sais pas si ça a un grand intérêt, mais je vous le dis, Ouais. normalement les Tu peux règles permettent rentrer, de le quoi. faire. Ok. Sinon, l'intérêt principal, c'est de gérer pour seulement 3, voire même pour 0 en chantant, quelque chose à votre adversaire. Le point négatif, c'est que ça doit être épuisé, donc ça a déjà fait au moins une fois ses dégâts. Donc ça a déjà chanté, ça a déjà pris un challenge, ça a déjà pris du lore. Mais quand vous avez besoin de le gérer, notamment des gros pâtés, c'est pas grave. Un Maui requin, ça a beau avoir fait ses dégâts une fois, t'es très content de le mettre dans la réserve d'encre. Et l'autre point négatif que soulevait Val, je crois, pendant les reveals, c'est Ouais. que bleu-violet veut ramper au tour 2, puis jouer à quelque chose qui coûte 4 au tour 3. Donc pas jouer quelque chose à 3, donc pas avoir de chanteur dans un autre monde on curve. Mon propos, Ouais. c'est que t'as pas trop besoin de le jouer on curve, mais c'est vrai que c'est dommage de pas pour le faire. C'est c'est pas tant mon propos Donc qu'on puisse pas la jouer on curve qui me pose c'est que c'est pas problème, c'est optimal. qu'au moment où tu as envie de jouer cette carte-là, tu as libéré des livrets qui te proposent la même chose en mieux. Plutôt ça, moi. Qui te propose la même chose pendant 3 mois, jusqu'en septembre. Oui, oui, mais là, je juge sur Mais là, l'impact actuellement, actuel oui. du metagame. En gros, si on estime que tu chanteras toujours dans un autre monde avec des cartes qui sont capables de chanter des livrets, libérer des livrets, et que tu la joueras jamais au tour 3, bah, c'est là où je minore un peu sa puissance. Mais la carte est Effectivement. intéressante. J'entends tout à fait qu'on puisse vouloir la tester dans Burple. Pas de souci Pour, avec ça. pour ça qu'elle est dans le top. Elle a passé les magnifiés. On avait 10 cartes à peu près pour vous dire multicolore, on en a que T5. Ouais. Voilà, bon, tout est dit, hein, pas besoin de dire grand chose d'autre sur cette carte. En 4e position, Val. On a Abaisse le levier pour 3. C'est une carte ancrable qui nous demande de choisir entre le fait de piocher 2 cartes ou que l'adversaire se défausse d'une carte. La carte en soi n'est pas hyper puissante, mais elle est intéressante. C'est une action supplémentaire pour les decks vert-violet, notamment les bases discard qui veulent essayer de jouer des Diablos et qui nous demandent d'avoir un compte d'action décent. Et pour avoir des actions viables, bah, Abaisse le levier est une action intéressante. Et en plus de ça, ça peut bonifier une autre action qu'on a vue au préalable. Même si je pense que cette carte-là a plus de chances d'être jouée seule
qu'en synergie avec l'autre action. En tout cas, on jouera d'abord cette carte-là, et si elle est bien, peut-être qu'on jouera l'autre, et pas l'inverse. Tout à fait. La puissance de l'autre découle de l'intérêt de celle-là. Et cette carte-là, ouais, j'ai bien envie de la tester dans un violet-vert Diablo. Voilà. Ouais, ouais, bah ça marche bien avec ce que tu veux faire. Avec Prince Jean, ça devient des fausses pioches. Ouais. Quand tu as besoin juste de piocher des cartes, ce qui est le cas, c'est bien. Tu as besoin de bonnes actions dans, euh, dans les decks Diablo, et ça, c'est une bonne action. Donc, ça remplace des petits effets qu'on pouvait jouer, genre pour 1 plus 1 de force piocher une carte qui était un peu mi-fille. Diablo te permet de la défausser pour shifter, ce qui fait que l'autre carte, mauvais levier, devient tout de suite efficace dès le tour 3. Donc, c'est un effet bonus aussi. Ouais. C'est-à-dire La, que la- la sortie champagne est très très voilà, bonne. tout marche bien, tout s'imbrique bien, tout porte à croire que c'est une carte qui peut être jouée dans ces decks-là. Troisième position, c'est pour moi, c'est l'Arthur, l'écuyer déterminé. Pour 4 ancrables, on a une 6-6 qui dort pour 3. Passez l'étape piocher au début de votre tour. Donc quand vous avez cette carte-là, vous ne piochez plus avec le début de votre tour classique, mais vous pouvez piocher avec vos effets de cartes, bien évidemment. Et vous avez en contrepartie une bête immense, les meilleures stats pour son coût en mana de l'Orcana. 6-6 pour 4 qui dort pour 3 et qui est ancrable en plus, qui se paye le luxe d'être ancrable. Ça, il y a quelques chapitres, c'était non ancrable et on pestait. Là maintenant c'est ancrable, ça Oui. fait plaisir. Pas grand chose à dire sur cet Arthur, si ce n'est qu'il est curieux. C'est une immense bête. Pour 4, vous allez considérer que vous allez prendre 3 de l'or et gérer une ou deux bêtes. Ou alors gérer une ou deux bêtes si c'est vous qui allez attaquer. C'est quelque chose qu'on peut pas trop jouer quand on est derrière sur le board, selon moi, puisque ça vous bloque l'étape de pioche. Donc ça veut dire que l'adversaire va juste dire ok, bah moi je continue de jouer et c'est à toi de te débarrasser de ton Arthur, de faire sa value pour repiocher des cartes. Enfin, vous pouvez, si vous avez beaucoup de cartes en main, vous pouvez jouer Arthur. Hein. C'est juste si vous avez plus trop de cartes en main, pas le board, Arthur c'est mieux en encre. Donc c'est un peu le défaut de cette carte-là. Mais si vous êtes à l'équilibre ou devant, ça met un gros coup de marteau sur le clou du cercueil de votre adversaire, cet Arthur. Ça dépend à quel point tu es devant dans la course, parce que Oui, si t'es très devant l'or aussi, tu peux te permettre ouais, de en jouer fait, Arthur. je vois très bien les applications où la carte serait pas très bien, mais je vois aussi toutes les fois où la carte est correcte. Et franchement, il faut pas grand-chose pour que la carte soit cool et que Mm. ton oppo ait envie quand même activement de la gérer, et donc du coup de te redébloquer tes draws. Et il y aura passé un peu de temps et surtout il aurait eu un peu de casse pour aller gérer cet Arthur. Donc les scénarios hyper négatifs d'Arthur, j'ai du mal comment dire, à voir à quel point ils sont fréquents, quoi. Ouais, ouais. Ah, c'est plutôt que c'est pas tout le temps bien, c'est ce que je voulais dire. Il y a des fois où Arthur Ouais. est ah bah là ça vous demande de réfléchir à ce que je joue ou pas, parce qu'il y a des scénarios où du coup derrière votre adversaire joue quelque chose de problématique et si vous n'avez pas la gestion en main, vous piochez plus. Donc ça Hmm. veut dire que ça peut créer des scénarios comme ça de Ouais, ah il mince. faudrait que tu sois derrière sur la course et derrière sur la value. Et Ouais. encore que tu aurais quand même l'intérêt de justement pouvoir au moins reprendre le board, tu vois. J'ai l'impression qu'il arrive à cocher quand même toujours une Hmm. petite case. Bah, si t'es devant sur le board ou devant sur la value, donc les cartes en main, ou devant sur le lore mais d'assez loin, c'est une bonne raison pour jouer Arthur. Puisque si t'es Ouais. devant sur le board, ça clôt le board et l'adversaire il revient pas. Si t'es devant en value, bah, tu peux te permettre de la jouer, de ne plus piocher parce que t'as pas de cartes en main. Si t'es devant en lore, bah, c'est un loreur à 3 qui est dur à déloger, donc ça veut dire que ça te fait gagner 3 voire 6 de l'or. Donc ces trois situations sont faciles à remplir et font des trucs cool. Le problème c'est que dans bleu-gris, est-ce qu'on a un deck bleu-gris qui, avec cet Arthur, peut briller actuellement, hors rotation bien évidemment. Je sais pas Peut-être que trop. bleu-gris n'existe pas assez pour que cet Arthur fasse des miracles. Mais cet Arthur Il y a fera des miracles, il je y a un pense, à un bleu moment. gris, il y a un bleu gris aggro qui tourne actuellement, Peut-être, hein. qui tournait un petit peu aussi avant les ban chap 7. Et donc du coup ils ont continué à tester le deck avec les adaptations de la banlist. Et en vrai, je mettrais bien juste Arthur flat dedans et je verrai comment ça roule, quoi. Peut-être, peut-être, peut-être. À voir. Deuxième position, c'est pour toi. Oh, ça te perd ça. Ouais. On a Lady, la 0-3 pour 1 ancrable, qui leur pour 1 à chaque fois que vous jouez un personnage. Ce personnage gagne plus 1 d'attaque pour le reste de ce tour. Et tant que ce personnage a 3 d'attaque ou plus, il gagne plus 2 de l'or. Bah, c'est un très bon tour 1 qui est ancrable. Il y a beaucoup de tours 1 qu'on jouait qui étaient non ancrables, notamment l'autre Lady dans Chernadog. Et ça contraignait un petit peu le nombre de non ancrables du deck. Là, pour le coup, on libère 4 non ancrables pour les remplacer par 4 cartes ancrables, ce qui est hyper intéressant structurellement en termes de deck building. Et en plus de ça, la carte est puissante parce que c'est assez facile de faire monter la force de Lady à 3. On l'a vu avec l'autre Lady jaune qui va déjà la faire monter à 2 en une seule carte. Mm. Ensuite, on rajoute un petit drop 1 parce que le jeu va en jouer plein et spam le board. Et dans ce cas-là, tu te retrouves avec un drop 1 qui a pris ses 3 de l'or et qui a 3 d'endurance pour pas prendre
allumer les mèches ou perdu dans l'hiver, ce qui est exactement ce que veut faire le deck. Donc, je suis assez friand de cette lady et je pense que Chernadog, c'est une option correcte Mm. dans le méta du 7-8. Ouais, très très bien. C'est cool qu'ils fassent ça. Je pense qu'avec cette carte, ils saisissent vraiment ce qu'il faut faire avec le multicolore. C'est-à-dire push des cartes, parce que ça, c'est un tour 1 qui est quand même vraiment très bien. Sans être non plus broken. Hein. Mais du coup, c'est Ouais. vraiment très bien dans une Bien bicolorité spécifique c'est ça, ouais. qui Dans va une marcher avec synergie elle. même. Dans une synergie, ouais. Ouais. Donc ça, c'est bien de faire ça, contrairement à d'autres qui avaient un power level à peine mieux qu'une carte pas multicolore, qui correspondait pas à ce que veut faire les deux couleurs. Enfin, un peu, on sent qu'il y a eu des loupés, des cartes qui sont tombées à côté. Et meilleure carte multicolore, le top 1, même couleur, c'est ce bon vieux clochard. Pour 6, on a un voyou élégant. Ah, il a un petit côté un peu coquin, t'as vu, dans le regard. Il est très coquin, ce Il clochard. est 2-8 pour 6, donc en crabe. Il or pour 2, il est alter 4. Il y a plein de bons clochards déjà joués et jouables, donc ça tombe bien. Et durant le tour d'un adversaire, à chaque fois que l'un de vos personnages est banni, vous pouvez piocher une carte. Souvent, c'est pendant votre tour. Donc quelque chose est banni, vous piochez. Là, c'est pendant le tour d'un adversaire. Donc ça veut dire vous mettez vos bêtes, vous dites tiens, vas-y, amuse-toi, envoie tous les défis que tu veux. Moi, je me gloutonne en cartes. Et je repose des petits chiens et autres bêtes, et je reprends du lore, et je repioche, et c'est insupportable pour l'adversaire, et vous gagnez la partie. Et c'est bien. C'est un deck aggro qui essaye de valoriser la résilience, ce qui n'est pas trop censé être le Pas le but cas. d'un Les deck decks aggro, ouais. aggro, voilà, sont censés s'épuiser. Et en fait, Chernadog essaye de compenser le fait de s'épuiser par remplacer toutes les cartes qui vont mourir. Donc, même ton oppo, il fait un anti-bet de masse, bah, tu pioches plein de cartes et tu redéposes le même board le tour d'après, quoi. Ouais, juste bien. Pour le coup, sur cette très bonne carte, rien d'autre à dire que c'est des bonnes stats, ça marche déjà bien dans un deck qui est bon, donc il va devenir encore meilleur. Ça fait ce qui me manque entre guillemets au deck. Enfin, Ouais. le deck le fait, mais Bah, pas de cette façon. ça cache, ça ouvre un des angles morts du deck, quoi. Ouais. Comment on fait quand tu prends un anti-bet de masse? Bah, on fait comme ça. Exactement. Oui, parce que c'est banni, c'est pas de défier. Je disais l'adversaire défie, mais c'est vrai que banni avec des cartes, ça marche également. Ouais. Vous pouvez piocher, hein. Si vous voulez pas piocher, vous n'êtes pas obligé. Je vous conseille de piocher. Ah, c'est vraiment tout, tout bénef. En plus, il a 8 de Q. On veut que toutes les cartes de Chernadog aient beaucoup d'endurance pour vraiment tenir le board. Mm. Cette carte, elle se met parfaitement dans ce que veut faire le deck. Elle ne fait que l'embellir, que le bonifier, alors qu'il était déjà jouable au 7-7. Donc, Ouais. moi, j'ai monté le deck au 7-7. Je peux vous assurer que je vais le monter aussi au 7-8. Et je vais récupérer les petites cartes du coup, je crois qu'il m'en manque. Pour ce clochard, question Val, avant de se laisser là. Ouais. Est-ce que quand il est banni, tu pioches une carte ce clochard ou pas? Je sais pas si ça marche comme ça dans l'Arcana. Chaque fois que l'un de vos personnages est banni, vous piochez une carte. Oh, je suppose, oui. Parce que c'est l'un de tes personnages, mais est-ce qu'il a besoin de voir le personnage se faire bannir pour déclencher son effet ou pas? Diablo se voit bannir et te fait piocher la carte quand il prend un perdu dans l'hiver. Non, il se voit pas banni, en fait c'est que tout est résolu en même temps. Donc en fait il est Bah, banni en même temps oui, que... mais je pense que c'est la même situation du coup. Tu penses? Tout est résolu en même temps, donc tu pioches ta carte. En fait ça se résout quand il est banni. À contrario de Diablo. Ou je ne sais pas. Dites-nous en commentaire J'ai si vous pas avez la l'info. réponse. Ouais. C'est intéressant à savoir. La carte reste tout à fait bien, même s'il se pioche pas sur lui-même, mais bon, c'est un petit effet Ouais. qui se coule supplémentaire qui est pas dégueu. L'Orcana a tendance à faciliter les choses et par le prisme de l'Orcana, je pense que tu pioches une carte par bête sur ton board pour que ça soit plus simple. Je pense que pour Clochard, ça marche aussi. Ouais. Si vous l'avez altéré, d'ailleurs, vous piochez quand même qu'une carte. Hein. Ça bannit pas deux, hein, même s'il y avait une carte en dessous. Oui, c'est l'itération présente sur le board. Et ben ça conclut ce top qui était sympa quand même. On s'y attendait pas à ce 7-8 d'avoir des cartes quand même sympas, plusieurs cartes dans toutes les couleurs à parler. C'était il a pas quand évident. même 2-3 choses à proposer, ce Voilà. book de 7-8. On a été un peu dur avec lui à juste titre, je pense. C'est quand même pas le set qui va le plus révolutionner le format, mais il va quand même nous donner un peu à grailler, histoire de voir 2-3 trucs dans le metagame. Donc, moi, c'est cool. Ce qui m'a plu particulièrement, c'est de voir des synergies qui sont pas spécialement en place poussées par ce set, des bicolorités même un peu plus poussées, et qui te disent attends, poulet, même si cet été tu vas peut-être pas trop t'amuser avec, en septembre tu vas te régaler. Et ça me fait plaisir. En fait, il y a le minimum, in fine, après ce top, on se rend compte qu'il y a le minimum syndical pour que tu aies quand même un intérêt à regarder le set pour le méta actuel. C'est pas brillant, mais je pense que le minimum syndical y est. En témoigne ce top-là. Et par contre, il y a beaucoup d'attraits post-rotation. Donc, ça restera pour moi quand même pas le meilleur set que l'Orcana est designé, mais c'est pas exécrable.
Ouais, voilà, Voilà. c'est exactement ça. Je pense que le 7-5 de mémoire était pire que le 7-8. Il y avait vraiment C'est possible. pas énormément de C'est choses, mais des c'est bonnes très cartes. possible. Shimmering Sky, ouais, je Ouais. saurais pas te dire ce qui était bien dans Shimmering Sky, C'est le là, scintillant, comme ça. c'était dur. Bref, on se laisse là pour le top. On vous fait des bisous. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos à l'Orcana. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. C'était de belle magie.